Voilà, monsieur Antaki, je voudrais d'abord vous remercier de nous accorder une interview, nous qui sommes un petit journal dont vous avez sans doute jamais entendu parler. Mais notre taille de journal et notre lectorat est inversement proportionnel à notre désir de dire la vérité. Donc vous vivez à Alep, une ville qui est actuellement divisée en deux parties. La partie est qui est aux mains des groupes armés et la partie ouest, donc où vous êtes, qui est sous contrôle de l'État syrien. C'est toujours bien la situation. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la situation à Alep? Comment se passe la vie de tous les jours Ben, c'est-à-dire qu'en effet, comme vous avez dit, Alep est divisé en deux. Mais enfin, la plus grande partie d'Alep, la vraie Alep, c'est là où nous habitons nous. Mais Alep Est, c'est quelques quartiers à l'est d'Alep qui ont été occupés par les groupes armés en juillet 2012. Donc, ce n'est pas vraiment une division égale, c'est quelques quartiers à l'est et tout le reste d'Alep, c'est Alep Ouest. D'accord. Et alors, chez vous, combien il reste donc dans la partie ouest combien de citoyens il reste? Vous parliez à un moment d'1,5 million. Avant la guerre, Alep comptait 3 millions d'habitants. Oui. Maintenant, on estime qu'il y a 1,5 million qui vivent dans la partie sous le contrôle de l'État syrien. Et donc, c'est Alep Ouest. Et puis, les estimations pour le nombre d'habitants d'Alep Est varient entre 50 000 et 200 000. Il n'y a pas vraiment de vraies statistiques. Il y en a beaucoup qui ont fui, il y en a beaucoup qui sont morts. Beaucoup qui ont fui. D'ailleurs, dès les premières semaines de l'invasion des groupes armés à Alep Est, c'est-à-dire en juillet 2012, dans les quelques semaines qui ont suivi, il y a 1,5 million d'habitants qui habitaient Alep Est qui ont fui les groupes armés pour venir se réfugier dans la partie d'Alep qui est sous le contrôle de l'État syrien. Et puis, au fil des années, il y a d'autres qui ont fui aussi. Ce qui fait qu'actuellement, à Alep Est, il y a très peu de monde. Il y a surtout les combattants armés, les groupes armés, il y a leurs familles. C'est eux que les médias occidentaux appellent les insurgés. Oui, voilà, les insurgés, nous on les appelle les terroristes. Évidemment. Parce que c'est des groupes terroristes qui nous terrorisent depuis 4 ans et demi. Donc la population de l'Est d'Alep ne soutient pas du tout ces terroristes, ces insurgés, qu'on soit clair. Ils ne soutiennent pas, à moins que ce soit les familles des terroristes, mais les autres, on leur a offert la possibilité dans les 2 derniers mois de quitter Alep Est pour venir se réfugier à Alep Ouest. À 5 reprises dans le dernier mois, on a fait des trêves, on a ouvert des couloirs humanitaires pour laisser les civils. Et la première fois, il y a à peu près 30 civils qui ont pu fuir, prendre le couloir humanitaire pour venir se réfugier ici. Et les autres fois, on les a empêchés. Les terroristes les ont empêchés de venir, ils ont même tiré dessus. Et nous avons des vidéos qui montrent comment les gens se sont rassemblés pour venir se réfugier à Alep Est et ils en ont été empêchés par les terroristes. Donc, ils veulent les garder chez eux comme bouclier humain. Comme ça, empêcher le raid aérien et montrer au monde que le raid aérien de l'armée syrienne ou de l'armée russe est en train de tuer les civils, alors que ces civils-là sont obligés de rester là-bas parce que les terroristes les utilisent comme bouclier humain. Alep, qui est une ville très importante, est toujours divisée en deux. Comment vous percevez la façon dont ça va se passer maintenant, dont ça va se dérouler? Est-ce que vous avez une idée ou c'est une grande inconnue pour vous? Écoutez, Alep Est est occupé par des groupes terroristes. Il y a actuellement 2 groupes seulement qui sont mis par la communauté internationale sur la liste des groupes terroristes, Daesh et Al-Nusra. Par contre, il y a beaucoup de groupes qui gravitent autour de Al-Nusra et qui ne sont pas sur la liste des groupes terroristes. Mais ces groupes-là sont aussi des terroristes. Alors, ceux qui sont à Alep Est, c'est Al-Nusra et d'autres groupes qui ne sont pas mis sur la liste de la communauté internationale comme terroristes, mais qui sont aussi des terroristes. Est-ce qu'ils le savent pourtant en Occident? Est-ce que certains le savent et pourraient les mettre sur ces listes? Mais bien sûr qu'ils veulent les nommer les rebelles modérés
pour pouvoir compter sur des rebelles modérés, parce qu'actuellement, il n'y a pas de rebelles modérés armés en Syrie. Tous les groupes armés sont des extrémistes, des djihadistes et des terroristes. Pour mettre les choses en perspective, depuis juillet 2012, donc depuis 4 ans et 4 mois, les groupes terroristes d'Alep-Est nous bombardent quotidiennement. Tous les jours, ils lancent des obus de mortier et des bonbonnes de gaz remplies d'explosifs et de clous sur Alep-Ouest. Alors, à Alep-Ouest maintenant, il n'y a aucune caserne, il n'y a aucun immeuble militaire. Il y a des militaires sur les lignes de front, mais à l'intérieur d'Alep, il n'y a aucune caserne. Donc, quand ils lancent des obus de mortier ou des bonbonnes de gaz, ils savent pertinemment qu'ils les lancent sur les civils. Alors, quand, depuis 4 ans et demi, des groupes armés lancent des obus de mortier sur une population civile, ça, si ce n'est pas ça du terrorisme, alors qu'est-ce que ça pourrait être? Tout à fait. D'autant plus que non seulement ils lancent des obus, mais ils ont coupé l'eau depuis 3 ans, ils ont coupé l'électricité, et couper l'eau à une population civile est considéré par la Convention de Genève comme un crime de guerre. Ça fait 3 ans que nous n'avons pas d'eau et nous avons survécu grâce à 300 puits que la municipalité a forés à l'intérieur d'Alep. C'est-à-dire maintenant, si vous marchez à l'intérieur d'Alep, chaque 100 mètres ou 200 mètres ou 500 mètres, vous allez trouver un puits qui a été foré sur les trottoirs ou sur la chaussée. Donc indirectement, l'État syrien. C'est indirectement l'État syrien qui, via la municipalité d'Alep, a permis le forage de ces puits. Exactement. Ça fait 3 ans que la population d'Alep survit grâce à ces puits. Parce que l'eau a été coupée par les rebelles armés, donc par les terroristes, pour faire souffrir la population. Oui. Outre toutes ces souffrances, la population de Syrie et d'Alep subit un blocus depuis maintenant très longtemps de la part des pays occidentaux. Quel impact ça a aussi sur vos vies, la vie de tous les jours? D'abord, il y a eu des sanctions américaines et de l'Union européenne contre la Syrie. Alors, ces sanctions sont renouvelées chaque année et dernièrement, en mai passé, je pense, l'Union européenne a renouvelé les sanctions contre la Syrie. Alors, ces sanctions sont des sanctions financières et des sanctions commerciales. On ne peut pas commercer avec la Syrie et on ne peut pas faire des transactions financières. Seulement avec la Syrie qui est sous le contrôle de l'État syrien. Alors que les zones contrôlées par les terroristes ou par les rebelles, il n'y a plus de sanctions. Elles ne sont pas soumises à un blocus, donc. Les zones... C'est presque un blocus, parce que quand on n'a pas le droit de commercer, quand on n'a pas le droit d'importer... Oui, j'ai bien entendu, je voulais dire, les zones où il y a des terroristes ne sont pas soumises au même blocus. Elles sont plus libres. Elles ne sont pas soumises à aucun blocus. Donc, une personne qui vient à Alep-Est ou dans les zones tenues par les rebelles peut importer, peut exporter, peut faire des virements. Alors que nous, pas seulement les dignitaires du régime ou le gouvernement, mais chaque citoyen syrien n'a pas le droit de faire un virement. Ce qui fait que même un particulier qui a un petit compte à l'étranger qui veut transférer de l'argent ne peut pas le faire. Et donc, on ne peut pas commercer. Depuis 4 ans, le seul commerce qui est possible, c'est avec la Russie, la Chine et l'Inde. Ce qui fait qu'on ne peut pas importer des produits occidentaux, même pour les appareils médicaux, même pour les équipements, même pour les choses essentielles. J'ai lu que vous-même, puisque vous êtes gastro-entérologue, vous aviez dû commander un appareil au Japon, je crois. Oui, on a une pièce d'un appareil au Japon. Ça a pris des mois. Et demi à arriver, et même par des moyens détournés. Bon, je voulais rappeler quand même, et vous me direz si j'ai raison, que les terroristes en Syrie, ceux que les médias occidentaux appellent les insurgés ou les rebelles, forment une grande partie des groupes armés syriens et viennent de plus de 100 pays. C'est exact? Oui, exactement.
avant les 2 derniers mois, il y avait quand même des personnes qui vivaient dans des zones occupées par les groupes armés et qui arrivaient à quitter et à venir se réfugier à l'Est-Ouest. Et donc, parfois, ils venaient se soigner chez moi, ou ils venaient comme blessés ou comme malades. Et donc, quand on les questionnait, mais qui sont ces gens-là enfin, les groupes armés qui sont chez vous, ils disent, la majorité ne parle pas l'arabe, et ceux qui parlent l'arabe ne parlent pas le syrien, l'arabe syrien. Ils ont un accent étranger. En effet, il y a des Arabes qui combattent avec les groupes armés, mais ce ne sont pas des Syriens. Ils sont en majorité des Tunisiens, des Marocains, des Jordaniens, des Égyptiens ou des Saoudiens. Et puis alors, il y a tous les pays du monde qui ont envoyé leurs extrémistes se battre en Syrie contre nous, contre l'État syrien. Alors, la majorité, c'est des étrangers, qu'ils soient arabes ou européens, mais c'est des étrangers. Quand vous dites qui ont envoyé, vous voulez dire sciemment ou qui les ont laissés partir ou qui vraiment les ont envoyés? Vous voyez, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils les ont laissés partir. Oui. Quand ils reviennent chez vous, on les considère comme terroristes et ils les arrêtent. Mais quand ils vont quitter l'Europe pour venir chez nous, on les laisse passer. Oui. C'est comme avec M. Erdogan, qui, il y a un an, en réponse à une question dans une interview, quand on lui demandait « Mais pourquoi vous laissez rentrer ces terroristes chez vous ?» il a répondu « C'est des gens qui viennent en touriste en Turquie. » Depuis les attaques de Charlie Hebdo et du Bataclan en France, est-ce que vous percevez un changement dans la lutte contre le terrorisme en Syrie? Dans une interview donnée à la télévision tchèque, Bachar al-Assad disait que les Français n'avaient rien compris. Mais oui, exactement, parce que si les Français voulaient avec l'État syrien aurait pu aider les Européens en leur fournissant les listes des terroristes européens qui combattent en Syrie et qui reviennent en France, mais ils ne veulent pas collaborer avec le régime syrien. Et d'ailleurs, c'est vraiment paradoxal. On dit que les Européens veulent combattre Daesh, l'État islamique, mais ils ne font que bombarder par des raids cosmétiques qui ne touchent pas vraiment les terroristes. Et si vraiment les Européens veulent combattre les groupes terroristes, ils doivent absolument collaborer avec la seule armée qui est sur le terrain, qui est l'armée syrienne. Mais plus de collaborer avec l'armée syrienne, ils se contentent de bombarder par voie aérienne, et un bombardement aérien n'a jamais fait gagner une guerre. Le 25 septembre 2016, au Conseil de sécurité, avec les 3 délégations américaines, anglaises et françaises, elles ont quitté la salle quand le président syrien a pris la parole. Je dirais que c'est tout à fait stratégique, mais c'est encore plus tragique quand on sait que ces 3 États, comme disait Bachar al-Assad, ont fait échouer plus de 13 fois l'adoption d'une décision présidentielle qui condamnait les attentats terroristes par voiture et ceinture piégée ou les frappes par erreur de leurs forces aériennes qui avaient tué des civils et des militaires syriens. Je dirais, pour les États-Unis et l'Occident, le terrorisme semble un instrument de pouvoir et de domination. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement, quand on pense que c'est les Occidentaux, en particulier les Américains, qui ont créé Daesh, c'est eux qui avaient créé les talibans dans le temps, c'est eux qui ont renversé des régimes sous de faux prétextes, les armes de destruction massive de Saddam Hussein, la sauvegarde des civils de Benghazi en Libye. Alors à chaque fois, on crée un prétexte faux pour renverser des régimes qui ne sont pas à la solde des Européens. Donc si c'est passé de l'impérialisme par des moyens terroristes, alors comment on pourrait l'appeler? Et ces mêmes terroristes, quand ils tuent chez nous, sont des terroristes, mais quand ils tuent chez vous, c'est des rebelles. C'est un peu ça aussi. Ça, exactement. Moi, une fois, j'ai eu un ami occidental qui m'a écrit, qui voulait avoir mon opinion sur ce qui se passe. Alors, quand j'ai utilisé le mot terroriste pour qualifier les rebelles armés, il m'a répondu, il m'a dit, je suis gêné par ce mot.
terroristes. J'ai dit, ben, écoutez, quand il y a un individu qui attaque un policier avec un couteau en Europe, alors tous les titres des journaux, un terroriste a attaqué un policier dans la rue. Alors que chez nous, ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils bombardent, qu'ils tuent tous les jours des Syriens, et on n'a pas le droit de les appeler terroristes. Alors c'est toujours le deux poids, deux mesures des Occidentaux. Quand l'Occident, en France notamment, refuse de collaborer avec Bachar al-Assad, justement, est-ce qu'ils indiquent pas clairement qu'ils refusent d'éradiquer le terrorisme? Parce que les terroristes en Syrie refusent aussi toute collaboration, toute négociation. En fait, les États occidentaux font la même chose que les terroristes en Syrie. Ils refusent de parler, ils refusent toute communication. Oui, exactement. S'ils veulent combattre les terroristes, il faut absolument qu'ils collaborent avec l'État syrien et donc avec le président de l'État syrien. Ils ne peuvent pas continuer uniquement à bombarder par voie aérienne. Mais moi, je voudrais revenir à une question que vous avez posée tout à l'heure à propos d'Alep Est et Ouest. Oui. Je n'ai pas continué mon raisonnement, c'est que les Occidentaux condamnent l'État syrien parce qu'ils essayent de libérer Alep des terroristes qui sont là à Alep Est. Eh bien, moi, je voudrais vous dire que tous les Syriens et tous les habitants d'Alep Ouest, qui forment la majorité, supplient le gouvernement syrien de les libérer des terroristes qui sont à Alep Est. Ça fait 4 ans et demi qu'on est bombardé quotidiennement. Tous les jours, à Alep Ouest, il y a des tués et des blessés. Ça fait 3 ans qu'on est sans eau. Ça fait 2 ans qu'on est sans électricité. Et tous les Alepins et tous les Syriens pensent qu'il est du devoir, pas du devoir de l'armée syrienne et de l'État syrien de libérer le territoire syrien et de libérer les vies des attaques terroristes. Alors, ça fait 4 ans et demi qu'on a des négociations européennes qui sont à l'Est. Ça fait 4 ans et demi qu'on a dit, ben, écoutez, on vous laisse un passage sûr pour quitter Alep Est et aller là où vous voulez avec vos armes, comme ce qu'a fait l'État syrien dans plusieurs endroits en Syrie. Ça fait 4 ans et demi qu'on négocie pour essayer de régler le problème du terrorisme d'Alep Est contre Alep Ouest par devoir négocier et ça n'a jamais marché. Donc, quand l'État syrien décide d'utiliser les moyens militaires pour libérer Alep Est, tout l'Occident crie au cri de guerre. Alors que ce n'est pas des cris de guerre, c'est une guerre. Une guerre est toujours sale, il y a toujours des bavures dans une guerre. Mais après 4 ans et demi, l'État syrien a le droit et même le devoir de libérer Alep des terroristes. Alors, s'il utilise des raids aériens, s'il utilise des bombes, et qu'il n'y a pas de pertes civiles, il faut l'accepter. Ça fait 4 ans et demi qu'il n'y a que des civils qui sont tués à Alep Ouest. À Alep Est, à part chez nous. Mais quand il y a un raid aérien, qu'il y a des civils qui sont tués à Alep Est, que les terroristes utilisent comme bouclier humain, alors c'est tout l'histoire, à la première information des journaux télévisés, on parle toujours des crimes de guerre participés à Alep Est. Ils sélectionnent leurs informations. Dans ce combat... Dans tous les cas, moi, je voudrais rafraîchir la mémoire des Occidentaux. Leur dire que quand les Alliés ont libéré la France en 1944, il y a plusieurs villes françaises qui ont été rasées en entier. Tout à fait. Avec leurs habitants, comme Caen, comme Brest. Et donc, il y a parfois des pertes civiles qu'il faut accepter. Ah oui. Quand en Occident, vous avez une prise d'otage et que l'État essaie de négocier avec le preneur d'otage, et puis que ça ne marche pas, au bout d'un certain temps, il lance l'assaut. Et quand il lance l'assaut pour libérer les otages, alors ils savent pertinemment qu'il y aura peut-être des pertes civiles parmi les otages, mais quand même, ils prennent le risque et ils lancent l'assaut. Et donc, ici, c'est la même chose. Ça fait 4 ans et demi que l'État syrien patiente avec ses preneurs d'otages qui sont les terroristes. Alors, à un moment donné, il faut qu'il donne l'assaut. Et il a donné l'assaut il y a 1 mois et demi. Et à chaque fois que l'armée syrienne essaye d'avancer un peu, alors tous les gouvernements
milliards qui crient au crime de guerre et on demande, on implore une trêve humanitaire. Alors ça fait plusieurs fois que l'élan de l'armée syrienne est stoppé parce qu'on décrète une trêve humanitaire, parce qu'on dit ces gens-là ont faim, ils vont mourir de faim, il faut arrêter. Et donc à chaque fois l'État syrien et les Russes font une trêve et puis qui ne mène à rien, et puis de nouveau les combats reprennent. Et alors les Alepins en ont marre, ils pensent qu'il faut absolument que l'assaut de l'armée syrienne contre les terroristes continue et que Alep soit finalement libéré. Les Russes sont les seuls à réellement vous aider à lutter contre les terroristes dans cette guerre. Avec le Hezbollah et l'Iran, mais directement dans les forces armées, c'est les Russes qui vous aident le plus. Les Russes aident par les raids aériens. Mais sur le terrain, il y a des combattants du Hezbollah et des Iraniens qui sont aussi sur le terrain. Ok. Dans une interview à la télévision russe, justement, Bachar al-Assad disait, je cite, « Non seulement Daesh, non seulement le Front al-Nosra, mais toute personne ou tout terroriste qui a porté une arme et entrepris de tuer et de détruire en Syrie a été soutenu par Israël. Il n'y a pas de contradiction entre Israël et des organisations comme Daesh, le Front al-Nosra et celles liées à Al-Qaïda. » Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le rôle d'Israël Je pense que, dans tous les cas, objectivement, les terroristes en Syrie et Israël sont des alliés objectifs. Parce qu'ils poursuivent le même but, c'est-à-dire avoir le même ennemi qui est l'État syrien et essayer de le détruire. Maintenant, dans les faits, est-ce que les Israéliens entraînent ou arment les terroristes? Je n'en sais rien, je ne suis pas un expert militaire, ni un expert dans le renseignement. Mais ce que l'on sait, c'est que les terroristes qui combattent au sud de la Syrie, donc près de la frontière israélienne, quand ils sont blessés, on les amène dans les hôpitaux israéliens pour les traiter. Donc il y a un genre de connivence, un genre d'accord entre les terroristes et Israël. C'est l'indépendance de la Syrie qui déplaît aussi aux Occidentaux, et les Américains en tête, qui explique notamment qu'ils ont au départ financé les frères musulmans syriens. C'est votre indépendance quand même dans la région qui... L'Occident n'aime pas les pays libres. Non, exactement. L'Occident n'aime pas les pays libres. Il veut toujours avoir les pays qui soient des pays qui obéissent à la politique russe, à la politique américaine. Et d'ailleurs, la Syrie était le seul pays qui était d'abord pas en paix avec Israël, donc il n'avait pas encore signé d'accord de paix. Il y a beaucoup d'autres pays qui n'ont pas signé d'accord de paix avec Israël d'une façon formelle, mais qui ont des relations avec Israël. Donc il fallait absolument que la Syrie soit abattue avec son régime pour que la Pax America et la Pax israélienne soient dominantes dans la région. D'ailleurs, il y a des câbles de Wikileaks qui déjà à l'époque montraient que l'administration américaine voulait renverser Bachar il y a déjà plusieurs années. C'est vraiment quelque chose de fomenté qui n'a rien du hasard. Je voulais, si vous avez encore un peu de temps, aborder le rôle des médias avec vous et quand même souligner un paradoxe, c'est que on est un petit journal et on fait presque le boulot que les grands médias devraient faire, mais qu'ils ne font jamais et qu'ils feraient si on était dans un monde normal et décent. Et je voulais dire que il y a un écran entre la réalité syrienne et ce qu'on dit en Occident. Cette guerre, c'est aussi une guerre de l'image et du discours, comme les autres, comme l'Irak, comme la Libye, mais encore plus. On atteint des summums de désinformation. Oui, en effet. On est vraiment révolté depuis le début de cette guerre-là par la désinformation que pratiquent les médias occidentaux. Mais vraiment une désinformation poussée à l'extrême. C'est par exemple les mêmes vidéos qu'on reprend tous les jours, pour le fait qu'il y a il y a 1 ou 2 mois, puis on reprend la même vidéo avec la même légende. Comme par exemple, il y a 1 mois, l'armée syrienne a avancé au nord d'Alep et a libéré
un hôpital qui s'appelle l'hôpital Al-Kindi, qui avait été brûlé, puis ensuite détruit à l'explosif en 2013. Et ça avait été rapporté dans tous les médias. Alors, il y a 1 ou 2 mois, l'armée syrienne a avancé et a pris ce qui est resté de cet hôpital-là. Alors, sur Euronews, la nouvelle était annoncée, je l'ai vue de mes propres yeux. L'armée syrienne a pris l'hôpital Al-Kindi et l'a détruit. Et l'a détruit, alors qu'il était déjà détruit depuis 3 ans par les terroristes. Alors, cet exemple-là est un exemple parmi des centaines et des milliers d'exemples de désinformation de l'opinion occidentale. Alors, à ce sujet, rappelons quand même cette réalité dingue, c'est que tous les médias occidentaux obtiennent leur information d'une seule source, c'est-à-dire celui qui se proclame Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est représenté par un seul homme, qui est basé à Londres et qui est financé par les puissances anti-syriennes et par les groupes financiers. C'est effarant, non? Exactement. Nous, quand on entend les médias dire selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, on dit voilà un autre mensonge. Ils n'ont jamais dit la vérité. Ils sont très malins d'avoir choisi ce nom-là parce que pour l'opinion, quand ils entendent Observatoire des droits de l'homme, ils pensent que c'est quelque chose de bon, de bien. Donc, c'est des gens malins qui ont choisi ce nom-là pour désinformer. D'ailleurs, dès les premières semaines du début des événements en Syrie, l'Observatoire syrien des droits de l'homme avait pour but d'exagérer. C'est-à-dire, s'il y avait une manifestation de 10 personnes, il disait qu'il y avait des centaines de milliers. Quand il y avait un tué dans une manifestation, il disait des dizaines de milliers, des dizaines de tués. Donc, son rôle au début de la guerre était d'exagérer, d'amplifier, pour montrer que les choses étaient très graves et que le régime allait tomber très rapidement. Et donc, essayer de faire un effet de boule de neige chez les opposants. Et puis, alors, la désinformation a continué jusqu'à ce que Daesh prenne de l'importance. Alors, depuis que Daesh a pris de l'importance, cet observatoire syrien des droits de l'homme commence de temps en temps à parler des exactions que fait Daesh contre la population syrienne. Et de ce fait, il se crée une virginité pour dire, regardez, moi aussi je pense ce qui se passe contre le peuple syrien par les terroristes de Daesh. Mais toutes ces fausses informations que reçoivent l'Occident et les politiciens, donc il y a quand même des politiciens qui savent ce qui se passe, plus ou moins, mais toutes ces informations qu'on reçoit, en fait, elles sont essentielles, entre guillemets, parce qu'elles permettent de continuer la politique colonisatrice et guerrière. Donc j'en reviens à l'idée que c'est vraiment une guerre aussi de l'image et de la désinformation que Orwell n'aurait peut-être même pas imaginé. Oui, exactement. Et d'ailleurs, il y a quelque temps, j'ai vu une émission en vidéo sur Internet avec un chercheur pour raconter les techniques de la désinformation. Et puis raconter comment on gagnait une guerre. Et il disait, d'abord, il faut désinformer, il ne faut jamais annoncer la vraie raison de la guerre. Il faut toujours dire que la guerre a un but humanitaire, sauver une population, etc. Et puis, il disait, il faut surtout diaboliser l'ennemi. Et c'est comme ça que les médias occidentaux ont diabolisé le président Assad pour le montrer comme un grand criminel de guerre, comme un sanguinaire qui tue sa population. Et moi, je dis à mes correspondants étrangers, j'ai dit, vous vous imaginez que ce type-là s'est réveillé un jour en 2011, il a dit, voilà, j'ai décidé maintenant de tuer la population syrienne. Mais c'est comme les Occidentaux, les dirigeants occidentaux ne sont pas des sociétés de bienfaisance qui, un beau jour, en 2011, se sont dit, ah, pauvre peuple syrien, il est massacré par son président, nous allons nous porter à son secours. Alors, en politique, il n'y a pas ça, il n'y a pas de société de bienfaisance, il n'y a pas un président qui décide, là, du jour au lendemain, d'aller massacrer sa population. Il est de son devoir de défendre son pays, et il le fait très bien, dans la mesure de ses moyens. Mais les Occidentaux ne sont pas des sociétés de bienfaisance, et surtout, il ne faut pas qu'ils soient des donneurs de leçons.
Parce que quand on nous dit, ah, ces événements-là avaient pour but de nous amener de la démocratie et les droits de l'homme, nous, si ce n'était pas aussi grave avec les 300 000 tués, on aurait fait de rire, on aurait tenu, on serait retenu pour ne pas vraiment éclater de rire avec cette farce-là, quand on sait que les deux principaux pays arabes qui soutiennent les terroristes, c'est les deux pays unis, droits de l'homme et démocratie. L'Arabie Saoudite. Quand on fait de constitution, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Le Qatar. C'est des pays où la femme n'a même pas le droit de conduire une voiture, alors qu'en Syrie, la femme avait le droit de vote bien avant la France. Alors, monsieur Antaki, on dit que la France est tellement liée à l'Arabie Saoudite, notamment par les investissements que l'Arabie Saoudite fait en France. En Belgique, c'est le premier acheteur en région wallonne, notamment de notre usine d'armement. On dit que on ne peut même dire, ils doivent presque, les politiciens qui ne pensent qu'à leurs intérêts et aux intérêts des classes les plus nantis, ne peuvent même pas dire non à l'Arabie Saoudite, tellement qu'elle est puissante. Elle perd de sa puissance, mais... Oui, exactement. Et sans parler du Qatar qui achète à tour de bras des sociétés en France et en Europe. C'est vraiment dommage. Et moi, j'ai des exemples de désinformation à n'en plus finir, même avec moi. Il y a un mois, une journaliste américaine m'a contacté pour me dire qu'elle était en train de faire un reportage sur Alep. Et donc, elle voulait mon témoignage. Elle m'a interviewé pendant 2 heures. Et puis ensuite, quand elle a sorti l'article, alors dans l'article, il y avait 3 interviews d'individus d'Alep-Est qui racontaient leurs souffrances et les bombardements, etc. Et puis en dernier, c'était moi, au lieu de mettre tout ce que j'avais raconté comme souffrance des habitants d'Alep-Ouest, elle avait mis des choses très douces de ce que j'ai dit, parce qu'à la fin de l'interview, elle m'a dit, mais en fait, après 4 ans de guerre, il vous manque beaucoup de choses. Entre autres, quoi? J'ai dit, par exemple, entre autres, il me manque ma famille qui n'est plus là, il me manque mes amis qui ne sont pas là, il me manque les loisirs, parce que ça fait 4 ans et demi qu'on n'a pas été à un restaurant, qu'on n'a pas été prendre un verre dans un bar, etc. Alors, elle n'a mis que ça. Ouais. Après avoir 3 témoignages de gens qui souffrent, et moi, elle a écouté tout le passage où je parlais des souffrances des gens d'Alep pour dire, ben voilà, l'habitant d'Alep-Ouest, c'est un type à qui il manque sa famille, à qui il manque les loisirs. Donc, voilà encore des informations. Vous voulez parler de la Turquie qui a joué un rôle de premier plan, semble-t-il, dans l'acheminement des djihadistes, de l'armement, des soutiens logistiques, tout au long de ces 5 années de guerre. Qu'est-ce qu'il en est actuellement pour l'instant selon vous? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou il ne faut rien espérer? On sait que pendant des années, la Turquie a financé, armé et laissé passer les extrémistes en Syrie. Maintenant, subitement, il dit qu'il est en train de combattre Daesh. Maintenant, nous, Syrie, nous croyons que ça c'est de la blague, combattre Daesh, parce que c'est elle qui a soutenu Daesh depuis le début. Elle veut combattre les Kurdes qui ont pris quelques régions au nord de la Syrie sur la frontière turque, et ce qui ne fait pas l'affaire de la Turquie, parce que la Turquie compte 20% d'habitants turcs, surtout dans le sud et l'est de la Turquie. De Turquie, avec les Kurdes de Syrie et les Kurdes d'Irak, créent leur propre État. Donc, sous prétexte de combattre Daesh, il est en train de lancer des raids, et même sur le terrain, il est en train d'avancer pour combattre les Kurdes. Et d'ailleurs, ce que nous trouvons bizarre dans l'attitude d'Erdogan, quoique islamiste, et donc il voulait aider les terroristes islamistes depuis le début, mais il savait qu'un jour, ceci se retournerait contre lui, parce qu'un jour, les Turcs voudraient avoir leur propre autonomie chez nous et donc chez lui. Et donc, il aurait dû, dès le début, avoir de bons rapports avec l'État syrien, parce que l'État syrien était le seul rempart pour empêcher les Kurdes de Syrie et donc les Kurdes de Turquie
de prendre des armes. Mhm. Et donc, l'histoire, vraiment, quand on pense à l'intérêt même de la Turquie, il n'était pas d'intérêt de la Turquie du tout d'aider les islamistes, mais son penchant islamiste a pris le dessus de son penchant turc. Et donc, il a aidé, financé et armé les terroristes de Daesh. Je disais à quel point ce qui se passe en Syrie maintenant n'est qu'une continuation de ce qui s'est passé en Irak, en Libye. On parle parfois d'une irakisation de la Syrie. C'est un peu ça? Même en pire, parce qu'en Irak, il y a 3 régions, une région sunnite, kurde et chiite, alors qu'en Syrie, actuellement, il y a un émiettement. Il y a un émiettement, parce qu'à part les zones qui sont tenues par l'État syrien, le reste, c'est un émiettement. Alors, chaque groupe armé a bien une zone, et les Kurdes tiennent leur zone. Maintenant, il y a les Turkmènes qui sont soutenus par les Turcs qui ont leur zone, et Daesh à sa capitale, Raqqa. Et donc, il y a un émiettement. Et donc, si la guerre continue, le chaos sera encore pire que le chaos qui existe actuellement en Irak. Alors que précisons qu'avant tout ça, la Syrie, qui dans sa constitution reconnaît qu'elle est un État laïque, respectait les différentes confessions, les différentes communautés. Exactement. Nous étions le seul État laïque de la région qui respectait toutes les confessions et toutes les ethnies. Quoique la majorité de la population soit sunnite à 70%, mais tout le monde était respecté, tout le monde pouvait croire en sa religion. On était tous considérés comme Syriens avant d'être considérés comme appartenant à une religion. Pas seulement du point de vue de l'État, mais les citoyens syriens eux-mêmes sont considérés comme Syriens avant de se dire chrétiens ou chiites ou sunnites ou kurdes, etc. Et donc, il est très facile de créer un conflit religieux et de dire voilà, la guerre en Syrie c'est une guerre civile, la guerre en Syrie c'est une guerre de religion, mais tout ça, ça a été inventé, ça a été créé. Dès le début, c'était une guerre pour imposer l'islamisme. Parce qu'au début, on parlait que les frères musulmans, c'est des musulmans modérés. Alors que nous, qui avions goûté au terrorisme des groupes des frères musulmans en 1980, on savait que c'était des terroristes. Mais les Américains ont considéré que les frères musulmans étaient devenus modérés et que c'est l'intérêt de l'Amérique d'avoir les frères musulmans dans plusieurs pays arabes plutôt que des régimes policiers ou dictatoriaux ou démocratiques. Et donc c'est comme ça qu'ils ont voulu créer leur nouveau Moyen-Orient pour avoir des régimes à la solde des frères musulmans. Mm-hmm. Le Yémen est en train de subir des meurtres de masse énormes fomentés par l'Arabie Saoudite, les pétromonarchies et les Américains à l'Occident. Est-ce que ça a un lien avec ce qui se passe en Syrie? Sans doute. C'est toujours la politique américaine saoudienne qui dirige tout ça. Et d'ailleurs, nous, on se demande de quel droit l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen. Qui a autorisé cette coalition menée par l'Arabie Saoudite, qui l'a autorisé à aller. De quel droit a l'Arabie Saoudite d'aller bombarder tous les jours le Yémen? Mm-hmm. Alors, vous voyez, c'est toujours la loi du fort. En Syrie aussi, les Américains qui créent leur coalition pour combattre les terroristes et qui mènent des raids en Syrie. Alors qu'on n'a pas été invité par l'État syrien. La seule puissance qui a été invitée par l'État syrien, c'est la Russie. J'allais y venir. Alors que la Russie, l'Iran et le Hezbollah sont diabolisés par les médias occidentaux comme soutien du dictateur, mais leur engagement est légitime. Est légitime parce que c'est un État souverain qui a fait une demande à un autre État et bon d'intervenir. Alors que la coalition occidentale qui mène des raids en Syrie n'a aucune légitimité. Mais tout ça, c'est dans la même politique. Vous vous rappelez, au début des événements en Syrie, 3 mois après, a été créé ce qu'on appelle le Conseil national syrien, qui était composé de 30 membres, et à la tête de ce Conseil national syrien, les Occidentaux ont mis un certain Burhan Ghalioun,
qui était un universitaire syrien habitant en France depuis 30 ans, qui n'était même pas connu de 10 personnes en Syrie. Et les Occidentaux ont reconnu ce Conseil national syrien comme le représentant légitime du peuple syrien. Alors nous, on se demande de quel droit a le gouvernement syrien de reconnaître des personnes qui n'ont aucune légitimité, de dire voilà, c'est le représentant légitime du peuple syrien. C'est comme si nous, on disait voilà, M. Dupont, français qui habite au Liban, on va le considérer comme le président légitime des Français. Alors, vous voyez, c'est toujours le droit de nous avons le droit de faire ce que nous voulons, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Et quand on nous parle de liberté, et parfois les Occidentaux critiquent l'État syrien comme quoi il y avait des prisonniers politiques sans jugement, et moi je les réfère à Guantanamo. À Guantanamo, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il y a des gens qui ont été arrêtés là-bas, sans procès, sans avocat, sans rien du tout, arrêtés là-bas. Est-ce que ça, c'est une leçon de respect des droits de l'homme? Est-ce que ça, c'est des procédés d'un État démocratique? Tout à fait. Je voulais vous demander, j'avais 2 dernières questions. Une qui était peut-être plus un constat. Est-ce que vous ne pensez pas que, au-delà de la désinformation qui est vraiment très efficace, le fait qu'on l'accepte ici en Occident, c'est aussi parce qu'il y a quand même une forme de supériorité latente, qu'on pense toujours qu'on est quand même meilleur que ces Arabes, meilleur que ces Africains, et que donc tout ce qu'on gobe, c'est parce qu'on est prêt à l'avaler. Parce qu'en fin de compte, vous n'êtes quand même que des Syriens qui n'êtes pas aussi développés que nous, et entre guillemets évidemment, et que les gens se disent ben, c'est comme ça, alors qu'on ne connaît pas toute la richesse de la Syrie, de ces pays du monde musulman, même si vous êtes chrétien, aussi de la diversité qu'il y a là-bas. Pour votre opinion, on dit que cette personne humaine n'a pas la même valeur si elle est en France ou si elle est en Syrie. Il y en a d'autres, il y en a qui sont plus humains que d'autres. Quand vous avez un attentat qui fait chez vous 13 tués, alors c'est l'équipe entière qui doit venir en France et marcher dans le rue et protester. Et quand il y a le même jour le double de tués en Syrie pour fait terroriste, personne n'en parle. Comme si la vie humaine avait plus de valeur chez vous que chez nous. Exactement. Et puis, quand vous parlez de l'université, je veux vous rappeler aussi que la Syrie a toujours été considérée comme le berceau de la civilisation. Et le berceau du christianisme. Et donc, et tous les étrangers qui étaient venus en Syrie comme touristes ou pour nous rendre visite étaient rentrés chez eux très enchantés par leur visite. Et très souvent sont retournés en Syrie pour le visiter. Les gens trouvaient la Syrie très belle, trouvaient les gens charmants, très hospitaliers, et on était un pays très paisible, très sûr. Ma femme pouvait conduire à minuit la voiture pour aller d'une ville à l'autre seule, il n'y avait aucun problème, c'était un pays stable, en voie de prospérité. Et puis, donc, ça n'a pas plu à certaines puissances qui ont décidé de le détruire. Mais nous, on a l'idéologie des droits de l'homme, les guerres humanitaires, qui sont le cheval de Troie pour aller piller vos pays, les hydrocarbures. Parce que la cause réelle, on n'en parle jamais quand même. C'est de continuer à vous piller pour maintenir nos modes de vie destructeurs. Oui, ça c'est... maintenant, ça c'est les droits de l'homme, mais il y a aussi ce droit et devoir d'ingérence qu'avait créé Kouchner. Alors, c'est l'ingérence des forts dans les affaires des faibles, sous prétexte humanitaire. Là aussi, ça nous révolte, ça nous indigne, cette affaire de droit d'ingérence, de droit d'ingérence. Tout à fait. Dernière question. Quelle est votre position et celle du peuple syrien qui résiste au terrorisme par rapport à la victoire de Donald Trump? Ben, écoutez, les gens sont très enchantés par la victoire de Donald Trump. Je crois que, en l'observant dans les médias, on se dit, mais il n'est pas tout à fait normal, il y a un peu fou sur les bords. Mais quant à sa politique annoncée, maintenant, je ne sais pas si il va l'exécuter, mais annoncée pour le conflit en Syrie, ben, les gens sont enchantés parce qu'il a déclaré une reprise, nous
collaborer avec les Russes, nous ne voulons pas avoir les Russes comme ennemis, nous voulons collaborer avec les forces en présence, parce que notre priorité, ce n'est pas renverser un régime, notre priorité, c'est combattre le terrorisme. Il a répété à plusieurs reprises qu'il ne faut pas que la politique des États-Unis se résume à renverser le régime, que ce n'était pas leur affaire là. Donc, finalement, ce qu'il dit est très bien. Maintenant, pour nous, On verra ce qu'il fait. Quelle est sa politique intérieure pour les Américains, je n'en sais rien. Ouais. Mais quant à sa politique extérieure qui nous concerne, tout le monde se réjouit de la victoire de Trump, d'autant plus que Hillary Clinton était détestée en Syrie par ses prises de position et par ses antécédents. Avec les frères musulmans. Ses ingérences dans le conflit libyen. Tout le monde se rappelle très bien cette émission de télé où il est apparu en éclatant de rire, elle a dit « Nous sommes venus, nous avons vu, et il est mort ». We came, we saw, he died. Ça, c'est le Veni Vici, et puis il éclatait de rire. Alors, ce n'était pas digne du secrétaire d'État, et on sait très bien que là, il a financé de façon occulte par des groupes enfin, financiers qui mener une politique mondiale qui n'est pas qu'on n'aime pas. Alors, donc, les gens ont détesté Hillary Clinton et donc on est content que Trump soit président. C'est moins pire pour vous. Merci, monsieur Antaki. Comment les gens ici peuvent vous aider? Ben moi, je dis aux gens qui me posent cette question, comment on peut vous aider? Je dis, c'est en informant les gens autour de vous de la vérité. En luttant contre la désinformation, c'est le meilleur moyen de nous aider. Merci beaucoup, c'est vraiment touchant, c'est vraiment gentil d'avoir accordé cette interview et je reste en contact avec vous. Je vous enverrai tout ça. D'accord. Merci et courage, courage. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir.